Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, les suites du Penelope Gate. Comment cette affaire qui plombe François Fillon est-elle perçue par les élus d'Indre-et-Loire? La campagne présidentielle est-elle déjà perdue? Nous leur avons posé la question. Dans ce journal également, on s'intéressera au dossier médical partagé. L'Indre-et-Loire fait partie des 9 départements pilotes. Tout professionnel de santé pourra avoir accès à l'intégralité des données médicales informatisées du patient. Qui est concerné et sous quelles conditions? Réponse tout à l'heure. Et puis tour à son Colisée, vestige méconnu d'un amphithéâtre romain. Il se trouve dans le quartier de la cathédrale et pouvait contenir jusqu'à 35 000 spectateurs. Découverte à suivre. Bienvenue à tous. L'affaire Penelope Fillon n'en finit donc plus de rebondir après les nouvelles révélations aujourd'hui du canard enchaîné. L'épouse du candidat à la présidentielle aurait perçu non pas 500 000, mais plus de 800 000 euros bruts en tant qu'attachée parlementaire de son mari notamment. À cela s'ajoute 100 000 euros pour son travail de conseillère littéraire à la Revue des Deux Mondes. L'enquête devra déterminer si ces deux emplois étaient fictifs ou non. D'ores et déjà, l'impact de cette affaire sur l'opinion est désastreux, de même que dans les rangs du parti Les Républicains. En Indre-et-Loire, seule une poignée d'élus acceptent de s'exprimer. Audrey Champigny a recueilli leur réaction. Depuis une semaine, pour François Fillon, c'est uppercut sur uppercut. Pas encore KO, mais fragilisé, le candidat de la droite pour l'élection présidentielle est toujours dans les cordes. Au sein des Républicains d'Indre-et-Loire, on fait corps derrière son champion, en courbant les chines pour les coups à venir. Aujourd'hui, nous avons un candidat qui a prouvé dans ses déplacements et qui est allé voir les gens en charge du dossier. Et pour l'instant, nous allons trop en avant puisque nous n'avons pas de résultat de l'enquête qui est en cours. Et la plupart des militants me disent cela, ils disent attendons, voyons. Et puis je le répète, nous disent mais à qui profite le crime? À 80 jours d'une élection fondamentale pour la France, il vaudrait mieux se préoccuper de l'intérêt d'un candidat et d'un programme pour savoir comment il pourrait demain représenter la France, défendre ses valeurs. En apparence, tout le monde a le mot unité à la bouche. Mais dans l'arrière-boutique des Républicains, un vent de panique commence à souffler. Moi, j'ai rarement vu autant de détresse chez les cadres. On sent bien qu'ils sont complètement bousculés, mais c'est normal. On peut le comprendre, hein. Ça leur tombe dessus brutalement. Et puis le rouleau compresseur est enclenché, l'affaire fait boule de neige et on arrive là à une espèce de rupture. On est au bord du ravin, quoi, hein. On sent bien, chez les cadres, ils se disent ça peut être ce soir, demain, aucune visibilité. Est-ce que l'affaire est fondée? On ne sait pas encore. En attendant, ça fait mauvais effet pour le parti qui crie à l'injustice. La députée Claude Greff s'insurge de la surmédiatisation de l'affaire. Pour Pierre Louot, vice-président du conseil départemental et jupéiste en son temps, Fillon est loin d'être le seul à traîner son lot de casseroles derrière lui. Hervé Novelli, ancien ministre de François Fillon, lui, ne cache pas sa colère. Ce serait non pas le désarroi de la droite, mais le sentiment qu'un camp majoritaire se fait voler sa victoire possible après un simulacre de jugement médiatique qui le condamnerait sans l'avoir entendu ni même qu'il soit mis en cause par la justice. Dans l'arène politique au niveau national, des interrogations sur la capacité de François Fillon de mener à terme sa campagne commencent à poindre. L'hypothèse d'un plan B, encore prématuré, est déjà dans les esprits. Voilà pour les suites de l'affaire Fillon, politique encore, avec du mouvement au conseil municipal de Tours. Après la démission de l'adjointe au maire Françoise Amiot, frustrée de ne pas avoir été investie aux législatives par les Républicains, il fallait redistribuer ses délégations, les finances, l'urbanisme et le patrimoine. Selon nos informations, la conseillère LR Hélène Millot, qui est expert comptable et commissaire aux comptes de profession, serait nommée adjointe aux finances. L'urbanisme, quant à lui, reviendrait à Stéphanie Lepron. Elle deviendrait conseillère municipale déléguée auprès du maire sur cette question. Enfin, Christine Bezelin, déjà adjointe à la culture, sera chargée du patrimoine. Ces changements doivent être validés ce soir en conseil de majorité et officialisés rapidement. Dans le reste de l'actualité, cette grève nationale à la SNCF à partir de ce soir 19 h. En Indre-et-Loire, le trafic sera normal, sauf sur les lignes Tours-Loche.
Tours-Chinon et Tours-Nevers. Certains trains seront supprimés ou remplacés par des cars. La grève doit durer jusqu'à vendredi 8h. Les syndicats CGT cheminots, Sudrail et UNSA dénoncent le nouveau régime de travail des cadres de la SNCF, la baisse des effectifs et le gel des salaires. Et puis, autre grève et manifestation, celle des ATSEM, les agents spécialisés des écoles maternelles. Une quarantaine d'entre elles étaient rassemblées ce matin devant la préfecture d'Indre-et-Loire à Tours. La date n'a pas été choisie par hasard. Un rapport sur l'emploi des ATSEM était examiné aujourd'hui par le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. En cause, le non-respect des effectifs, un ATSEM pour une classe, mais aussi la multiplication des tâches qui n'auraient rien à voir avec leur travail. Les précisions des délégués syndicaux au micro d'Audrey Champigny. Pour des raisons budgétaires, pour des raisons pratiques aussi, les élus se disent bon allez, les filles elles sont en place, on leur fait faire tout, ça évite de déplacer du personnel technique, ça évite d'envoyer d'autres collègues en mission de nettoyage dans les écoles et on leur demande de plus en plus de travail parce qu'effectivement il y a de moins en moins de personnel. Moi, mon exemple, c'est la ville de Tours qui, depuis la rentrée de septembre, a diminué son pôle de polyvalente, à savoir que ça a été dit à la presse par l'élu chargé de l'éducation, qu'il n'y avait plus qu'un pôle de 15 personnes pour nous remplacer au niveau des écoles maternelles. Imaginez, en ce moment, en épidémie de grippe, on est passé tracté dans les écoles. On trouve des écoles avec moins 3 adultes, moins 4 adultes, des pôles de restauration qui ont un peu du mal même à être remplacés en ce moment. On ne peut plus travailler comme ça. Cette avancée maintenant dans la prise en charge médicale, opération, traitement, allergie et bien plus encore, le tout en quelques clics. C'est la promesse du dossier médical partagé. Depuis plusieurs semaines, l'Indre-et-Loire expérimente le projet avec 8 autres départements. Avec l'accord du patient, tout professionnel de santé aura accès à l'intégralité de ses informations médicales grâce à un dossier informatisé. Amanda Breuer-Rivera. Ce genre de scène devrait se multiplier prochainement. Est-ce que vous autorisez dans les situations d'urgence, si vous faites un malaise, que vous êtes inconsciente, à ce que les professionnels de santé, médecins, urgentistes, pompiers, puissent regarder dans votre DMP si vous prenez des médicaments, si vous avez des allergies? En quelques clics, cette jeune femme vient de créer son dossier médical partagé, le DMP. À sa charge maintenant de le remplir, soit par elle-même, soit en demandant à des professionnels de santé de l'alimenter. Le DMP peut contenir ses antécédents médicaux, des résultats d'examen, la liste des traitements suivis, ses allergies ou bien, entre autres, sa volonté par rapport au don d'organes. Le but est bien évidemment de partager ces informations avec des médecins, mais pas n'importe lesquels. Le dossier médical partagé est ouvert avec l'accord du patient. Ça, c'est un premier point. Et d'autre part, c'est le patient qui donnera accès au contenu et à certains axes de ce contenu à tel ou tel professionnel de santé. Les médecins du travail, les médecins conseils de la sécurité sociale n'ont pas accès au dossier médical partagé des assurés sociaux. Seuls les médecins traitants et les urgentistes, en cas d'accord, peuvent accéder à l'intégralité du dossier. C'est un enjeu majeur car un mauvais mélange de médicaments cause, selon certaines études, environ 100 000 hospitalisations par an en France. Les décès liés à cette interaction non voulue sont estimés entre 10 à 12 000 morts par an. Le grand espoir quand même dans un premier temps, c'est éviter pour le patient une perte de chance en termes de qualité de prise en charge, et pour le professionnel, c'est avoir la certitude ou en tout cas s'orienter dans un cadre d'exercice professionnel qui soit de bonne qualité, c'est-à-dire qu'on a l'impression de bien faire son travail avec les bonnes informations. Le public visé en priorité par ce nouveau dispositif sont les personnes âgées qui cumulent souvent de multiples pathologies et prennent donc de nombreux médicaments. D'ici la fin de l'année, les responsables de santé espèrent que 40 000 comptes supplémentaires vont être ouverts dans le département. Toutes les personnes affiliées au régime général, au RSI et au MSA peuvent dès à présent ouvrir leur compte, soit en se rendant dans une caisse primaire d'assurance maladie, soit en ligne. Ce dispositif actuellement à l'essai devrait être généralisé à l'ensemble du pays et des bénéficiaires en 2019. En bref, du côté de Ligueuil, le projet d'éolienne refait surface. Le préfet de région avait refusé que 5 d'entre elles soient installées sur les communes de Voux et la Chapelle Blanche-Saint-Martin. Eh bien, le tribunal administratif d'Orléans vient d'annuler cette interdiction. L'État va donc devoir revoir sa copie.
Et puis ce fait divers et cette inquiétante escalade de violence sur les bords des terrains de foot. Les faits se sont déroulés samedi dernier à la fin de la rencontre amateur entre Joué-les-Tours et Ligueuil. Alors que les joueurs de Ligueuil regagnaient les vestiaires, une trentaine de jeunes les ont roués de coups dans les couloirs du stade. Un joueur notamment a eu le nez cassé. 3 plaintes auraient été déposées par les présidents des 2 clubs ainsi que par le joueur blessé. Mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Depuis aujourd'hui, prendre l'autoroute coûte plus cher. Regardez, un Tours Paris coûtera 20 centimes de plus, 10 centimes supplémentaires pour un trajet Tours-Orléans ou Tours-Château-Renaud. Tarif inchangé en revanche pour la traversée de l'agglomération Tours-Angèle ou un trajet Tours-Blois. Un voyage dans le temps, à présent 2000 ans en arrière. Imaginez une arène, sa capacité 2 fois plus importante que le stade de la Vallée du Cher. Vous y mettez des jeux, parfois barbares, et vous obtenez le Colisée Tourangeau, un amphithéâtre qui rayonnait sur toute la région. Aujourd'hui, ces vestiges sont visibles chez quelques particuliers. Reportage dans le quartier de la Cathédrale à Tours d'Aurélie Renaud. Vu du ciel, l'ovale formé par les rues est flagrant. Nous sommes à 2 pas de la cathédrale, entre les rues du Général Meunier, Manceau et rue de la Bazoche. Tout un quartier construit sur l'ancien amphithéâtre de Tours. Difficile de le dater. Selon les archéologues, il aurait été bâti à la 2e moitié du 1er siècle. Un édifice de 110 mètres de diamètre pouvant recevoir 10 à 12 000 personnes. À la 2e moitié du 2e siècle, l'amphithéâtre vit une seconde vie et devient monumental. Et on va plus que doubler sa capacité, parce qu'on va multiplier sa capacité par 2,5. Et on va porter son grand diamètre à 156 mètres. Pour vous donner une idée, le Colisée, qui est le plus grand, fait 183 mètres, si je me souviens bien. Et donc on est très près du plus grand amphithéâtre connu dans le monde romain. On a la possibilité d'accueillir à ce moment-là près de 30 à 32 000 personnes, ce qui est énorme. Je sais qu'on aime bien y voir des massacres de fauves, on a tout d'un coup des lions, des hyènes, des panthères qui seraient... Bon, il faut pas rêver, hein. Ce sont des animaux qui coûtent très cher. On sait que quand on les amène à Rome, par exemple, pour des manifestations, ils sont importés d'Afrique, à grands frais, etc. Donc, plus simplement, on a des combats divers et variés, classiques des amphithéâtres. Mis à part les rues arrondies, aujourd'hui, aucune trace de l'amphithéâtre à Tours. Pour découvrir ces vestiges, direction la rue Manceau avec l'historien Pierre Audin. Pour collecter des données sur l'amphithéâtre, il fait du porte-à-porte. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec Monique, qui habite dans le quartier depuis les années 80. Sous une trappe, un escalier mène à la cave. Après quelques pas, l'historien découvre tout un pan de mur datant du 1er siècle. C'est le mur du premier amphithéâtre probablement, c'est-à-dire celui qui a été fait vers les années 70-80. On n'est pas très bien daté. Cette cave correspond à l'entrée d'un des vomitoires de l'amphithéâtre. Les vomitoires, ce sont ces passages qui donnaient accès aux gradins. Aujourd'hui, le sous-sol tout entier du quartier renferme des trésors. Mais une question demeure. Qui, au IIe siècle, a financé l'agrandissement de ce gigantesque amphithéâtre ? Pourquoi pas l'empereur qui, pour une raison X ou Y, fait un cadeau, et ce cadeau, c'est un grand amphithéâtre. Bon, on n'en sait rien. On a plutôt l'impression qu'il s'agit de quelque chose de local, parce que l'amphithéâtre n'est pas très beau, il devient très grand, mais il n'est pas très beau. Et, je veux dire, il n'a pas une décoration absolument extraordinaire, on n'a toujours pas trouvé la moindre inscription qui mentionne quoi que ce soit de qui l'aurait fait et pourquoi, ce qui est quand même un petit peu bizarre, parce qu'en principe, les Evergettes aiment bien signer leurs cadeaux. Comme dans plusieurs villes, l'amphithéâtre sera ensuite écrété. L'entrée des vomitoires sera murée pour éviter l'arrivée des assaillants. Nous sommes au 3 et 4e siècle, il est transformé et en partie remblayé. Petit à petit, l'amphithéâtre disparaît sous les constructions. Nous l'évoquions au début de ce journal, l'affaire Pénélope Fillon met en lumière un métier peu connu jusqu'à présent du grand public, celui d'assistant parlementaire. Qui sont ces petites mains des députés et des sénateurs? Comment vivent-ils les critiques entourant leur métier? L'un d'entre eux a accepté de nous répondre. Thierry Goutard est assistant de Claude Greff, député Les Républicains en Indre-et-Loire. Il me rejoindra sur ce plateau dans quelques instants. À tout de suite.